Bonjour à tous et bienvenue dans le French Podcast. Comme toujours, je suis Charline et je suis ravie d'être à nouveau avec Emmanuel pour cet épisode. Alors, Emmanuel, tu sais, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est du français, tu vois. Oui, bonjour à tous aussi. Tu sais, Charline, c'est fou combien de gens croient encore qu'il faut parler parfaitement tout de suite, comme si faire la moindre erreur allait te coller l'étiquette de mauvais apprenant pour toujours. Je me permets. Franchement, c'est impossible. Non ? On ne peut pas apprendre une langue comme on assemble un meuble Ikea, juste en suivant la notice étape par étape. Non, mais exactement. Et je trouve que cette pression de la perfection, elle paralyse. Moi, quand j'ai commencé à enregistrer mon tout premier podcast en français, c'était un désastre absolu. Je bégayais, il y avait des blancs. Franchement, j'ai cru que j'allais appuyer sur stop au bout de 5 minutes. J'avais tellement peur de me planter que c'était presque physique. Mais tu sais quoi ? J'ai recommencé encore et encore, et c'est grâce à cette humilité-là que j'ai pu progresser. Au final, c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus, non ? Totalement. Et j'avoue, cette peur de l'erreur, ça touche tout le monde. Même moi, qui bosse dans la transmission des histoires, je me retrouve parfois à douter de chaque petit détail. Alors imagine, quand on doit s'exprimer dans une langue qu'on maîtrise à peine. Mais, franchement, il vaut 1000 fois mieux oser se lancer imparfait que rester dans le silence. Tu sais, dans ma famille, on dit souvent « Celui qui ne tente pas ne gagne rien ». J'adore cette idée. Un peu comme sauter à pomme. Joins un exemple d'un. Moi, un mot d'amé, ça fait tuer faire du bien. Honnêtement, je me suis souvent demandé si la peur de l'erreur, ce n'est pas un héritage scolaire. Genre, la dictée à l'école, 0 faute obligatoire. Mais là, l'apprentissage, c'est tellement plus vivant, plus organique. Et justement, j'aime bien rappeler que même les personnes bilingues ou natives font des erreurs tous les jours. Exactement. C'est comme penser qu'on pourrait cuisiner sans jamais rater une recette. Le progrès, il vient vraiment du fait d'oser sortir des sentiers battus et accepter qu'on va se tromper. Et puis, la langue, c'est un terrain de jeu, non ? Oui, mais du coup, ça me fait penser à tout ce temps qu'on gaspille parfois, tu sais, en s'accrochant à des méthodes pas très efficaces. La grande classique, passer des heures à mémoriser des listes de vocabulaire hors contexte, par exemple. Oh là là, tu veux parler de ces fameuses listes accrochées sur le frigo ? Table, chaise, fourchette, bouteille. Je me souviens, plus jeune à Lagos, j'écoutais des radios francophones comme un forcené, mais sans oser parler. Au bout d'un moment, je connaissais plein de mots, mais j'étais tétanisé à l'idée de les mettre en bouche, de peur de me tromper. C'est fou parce que, en fait, plus tu restes passif, plus tu bloques, non ? Oh, totalement. Je dis toujours que lire sans écrire, écouter sans parler, c'est comme vouloir faire du vélo sans jamais monter sur la selle. C'est utile, mais à un moment donné, si tu ne prends pas le risque de tomber, tu ne rouleras jamais vraiment. Et puis, il y a cette idée de pratique passive. Tu te rassures devant une série Netflix en français, mais si tu ne testes pas toi-même, la machine ne démarre jamais vraiment, tu vois ? J'ai mis longtemps avant de sortir de ma zone de confort, surtout parce que je croyais que j'avais pas atteint le niveau suffisant pour ouvrir la bouche, alors que c'est justement l'inverse. Tu sais, ça me rappelle ces moments où j'ai l'impression de comprendre plein de trucs, mais dès qu'il s'agit de parler, pouf, tout s'évapore. En fait, on surévalue trop la compréhension passive. Le vrai cap, c'est quand tu t'exprimes, même mal, même en cherchant tes mots. Oui, et parfois tu te rends compte qu'un mot que tu croyais super compliqué, eh bien, il suffit de le placer une fois ou deux en discussion et hop, il rentre pour de bon. C'est la magie de l'action. Justement, on va parler de ce qui fonctionne vraiment. Emmanuel, si tu devais résumer tes stratégies préférées pour optimiser l'apprentissage, tu commencerais par quoi ? Alors je suis un grand adepte de l'immersion. Vivre avec le français tous les jours, même à petite dose, ça change tout. Mais pas besoin de déménager à Paris. Écouter la radio 5 minutes le matin, glisser 2 phrases dans son carnet, répéter des mots à voix haute. Et puis, tu connais
la répétition espacée. On révise quelques mots ou expressions à intervalles réguliers, ça fixe vraiment dans la tête. C'est scientifique, semble-t-il. Oui, la notion des petites touches régulières, ça rend l'apprentissage bien moins lourd. Moi, je conseille aussi de chercher à rendre ça ludique. Jouer, se lancer des mini-défis, se récompenser après 3 conversations réussies. Je me rappelle, j'avais rejoint un club de conversation en ligne avec d'autres francophones en herbe. On discutait chaque semaine sur un sujet différent. Et c'est fou comme la motivation grimpe quand tu as ce rendez-vous régulier. Ça donne du sens, du concret. Tu ne travailles plus dans le vide. Et surtout, la curiosité, c'est le moteur. Si tu t'intéresses vraiment au pourquoi du comment, à l'argot, à la façon dont on retourne les phrases dans la rue ou dans les chansons, ça devient presque un jeu. D'ailleurs, dans ce groupe dont tu parles, c'était quoi le secret pour garder tout le monde motivé, selon toi? Franchement, c'est la régularité et, parfois, l'humour. On faisait des concours de la pire prononciation. On imitait l'accent du Sud ou du Québec. Bref, on osait se ridiculiser un peu, mais dans la bienveillance. À chaque session, on s'auto-évaluait aussi. Quel mot nouveau j'ai utilisé? Est-ce que j'ai osé poser une question au groupe? Ça donne envie de s'améliorer sans pression négative. J'aime bien cette idée d'auto-évaluation. Ça permet de transformer chaque conversation en terrain d'expérimentation et d'apprentissage. Justement, tu parlais de conversation. Je crois que le cœur, c'est la vraie communication. Genre, on va à une rencontre linguistique, on utilise une appli d'échange de langue, on parle à de vrais gens, bref, on sort la langue du livre. Exactement. Et si on se fixe à chaque fois un objectif concret, maîtriser un sujet précis, oser demander quelque chose à l'oral, mémoriser 5 nouveaux mots, peu importe, ça donne du sens. Tu sais, Charline, parfois, je me retrouve à discuter avec quelqu'un juste en me disant « Aujourd'hui, je veux placer le mot « boulot » dans la conversation. » C'est mon petit challenge et ça m'aide à rester focus. Oui! Et ce que j'adore, c'est analyser après coup, se demander qu'est-ce qui a bien marché? Quelle tournure j'aurais pu améliorer? Sans jugement, juste pour progresser. On peut même se noter sur une fiche ou un carnet. L'important, c'est de garder trace de son évolution. Je trouve que cette démarche rend l'apprentissage vraiment vivant. Et puis, c'est gratifiant de voir que tout petit pas avance la machine. Une conversation, même hésitante, c'est un vrai bond. C'est comme ça qu'on engrange la confiance. On s'en fout que ce ne soit pas parfait. Exactement. Et c'est même souvent dans les moments où tu te plantes que tu fais les progrès les plus solides. L'important, c'est d'ajuster sa stratégie au fil de l'eau. Bon, parlons concrètement de la motivation. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils se sentent dépassés, parfois usés. Tu ne trouves pas? Complètement. Et c'est pour ça que je dis souvent, il faut des pauses. Intégrer des moments de respiration, aller marcher, écouter de la musique. L'apprentissage, c'est un marathon, pas un sprint. Si tu charges trop d'un coup, tu risques le burn-out. Et ça, c'est le meilleur moyen de détester le français après quelques semaines. La deuxième partie de podcast Alors, français. J'ai quelque chose de super cool pour toi. Enfin, pour vous tous qui nous écoutez aujourd'hui sur le French Podcast. C'est genre le sujet qu'on aurait dû aborder 1000 fois plus tôt. Arrête de perdre ton temps en français. Emmanuel, je repensais au lycée. Tu sais, je passais des heures à m'arracher les cheveux sur ces listes de vocabulaire, mais genre des mots que je ne retrouvais jamais ailleurs. Vraiment. Et un soir, mon père arrive, il jette un œil à mes fiches et il me dit « Mais, Charline, tu sais, personne, mais genre personne, n'utilise hippocampe dans un mail pro. Pourquoi tu t'embêtes avec ça? C'est peut-être idiot, mais ça a foutu un coup à mon zèle, tu sais. » Oh, c'est génial, cette anecdote. En fait, Charline, tu touches pile le problème du truc inutile. Franchement, la traduction mot à mot, je le dis tout le temps, c'est la pire perte de temps. Tu te souviens, une fois, quand on a reçu un message d'un auditeur qui disait « Je suis chaud pour sortir ». Alors, pour un francophone, ça n'a rien à voir avec « I'm hot », sinon c'est vraiment gênant, tu vois. On ne sent pas la nuance
et on se plante direct. Mais exactement. Et, tu vois, on veut toujours tout comprendre d'un coup, alors je passais mon temps à décortiquer chaque règle, chaque détail, au lieu d'écouter, me jeter à l'eau, de parler spontanément. Tu vois ce que c'est? Tu vois ce que je veux dire? Je m'accrochais tellement aux petites erreurs que j'en oubliais de kiffer la langue. Et toi, Emmanuel, t'as remarqué ça dans tes ateliers? Oui, carrément. Beaucoup veulent tout contrôler, chaque règle, chaque mot, et ils oublient juste de vivre la langue, de la prendre comme elle vient. C'est comme vouloir conduire une voiture en lisant le manuel, au lieu de la démarrer et de sentir le vent sur le visage. La pratique d'écoute, la spontanéité, ça fait toute la différence. T'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. C'est aussi simple que ça. Ouais. Alors, d'ailleurs, j'ai changé complètement ma méthode. Maintenant, chaque matin, avant même mon thé, bon, ça n'arrive jamais vraiment, je m'écoute un genre de mini-dialogue en français, la vraie vie, pas des textes pour les examens. Tu sais le style. 2 potes qui s'engueulent sur l'addition ou la voisine qui râle sur le bruit. Ça me met direct dans le bain sans que j'aie l'impression de bosser. Mais c'est exactement ça. En fait, j'ai toujours ce conseil tout bête. Remplace une de tes habitudes, genre regarde tes vidéos YouTube préférées, mais choisis-les en français, c'est naturel, ça ne sent pas devoir. Et pour les séries, beaucoup croient que regarder Emily in Paris va les faire progresser. Alors que, les dialogues sont souvent pas adaptés, un peu, hollywoodiens, tu vois. Moi, je recommande souvent Inner French ou Easy French sur YouTube. C'est authentique, moi, c'est fait pour, pas te décourager si t'es perdu. Oh, tu vois, Easy French, c'est génial parce que tu entends la vraie rue, genre la boulangerie, les petites situations pétillantes. Ça me parle. Tu ressens pas la lourdeur, tu progresses, tout simplement. Alors, j'ai une astuce perso, un peu bizarre. Chaque fois que je capte une nouvelle expression, genre « il pleut des cordes », je l'utilise tout de suite dans 3 phrases ultra absurdes. Résultat, j'ai sorti ça à une vendeuse à Paris, alors qu'il faisait beau. Soleil de fou. Son regard était priceless. Mais je l'ai jamais oublié, cette expression. Et j'ai gardé le sourire, tu vois. Non, mais ça c'est parfait. Moi, ma règle d'or, avec mes étudiants à Lagos, c'était toujours « tu répètes à voix haute ». Même si t'es tout seul, tu te parles. Et mieux encore, tu t'enregistres sur ton téléphone, tu te réécoutes, tu te corriges, tu recommences, même 10 fois. Et honnêtement, même moi, je le fais encore. Faut pas hésiter à se parler à soi-même. On progresse à chaque fois. Alors, attends, concrètement, 3 mauvaises habitudes à faire disparaître, genre tout de suite. Analyser chaque erreur comme si t'allais louper le bac, te forcer à finir un manuel du début à la fin alors que tu t'ennuies, ou alors te décourager dès la première incompréhension. Toi, tu rajouterais quoi? Ouais. Et, faut surtout apprendre à lâcher prise sur la perfection. Par contre, 3 trucs à adopter. Je dirais, parler un tout petit peu chaque jour, même mal, écouter en fond sans juger et se permettre de se tromper. Honnêtement, même pour nous, c'est pas si simple, hein? Il y a des jours où je comprends rien à ma propre note vocale. Mais faut continuer. Ah oui, intégrer le français, genre partout, c'est ça la clé. Moi, je mets mon podcast préféré le matin, même juste 5 minutes. Le temps de faire chauffer l'eau et déjà mon cerveau décroche un truc. Et toi, t'as une routine, Emmanuel? Oh que oui. Moi, j'utilise, tu sais, des alertes sur mon tel. Chaque fois que je check mes messages ou les réseaux, j'essaye d'écrire un mot, une phrase en français. Ça sonne tout simple, mais à force, t'intègres la langue dans ta bulle du quotidien. Et puis, au-delà des applis, partager ça avec d'autres apprenants. Ou, franchement, juste un copain natif, ça bouge tout. C'est clair.
L'idée d'avoir un groupe, même virtuel, ça maintient la motivation et on reçoit des petites corrections sans se sentir jugé. Ça aide à tenir le cap. Bon, maintenant, motivation, hein? Parce que, franchement, il y a toujours des jours où tout semble dur. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est de me fixer des tout petits objectifs. Genre 10 nouvelles expressions par semaine. Pas plus. Sinon, tu t'enfouis sous les listes. Et c'est la déprime. Et... je m'offre une récompense. Un thé spécial, si je tiens le coup. Ça, c'est la base, des étapes que tu peux vraiment mesurer. Et puis, fêter les progrès, même minuscules, une chanson comprise, une discussion captée au café, ça compte. Mais aussi, s'entourer d'un binôme, un groupe, créer du soutien autour de soi, ça tire vers le haut et, vraiment, ça sauve les jours de lose. J'aime bien qu'on soit tous un peu responsables des progrès des autres, tu vois? Absolument, c'est ça qui donne du sens. Et ça te lance pour la suite, même si t'as raté une étape, ça va. Et, tu vois, un point super concret. Créer une routine francophone, pas besoin que ce soit lourd, genre podcast pendant le trajet ou un article le matin en prenant le métro. Ça sature pas le cerveau et ça rentre sans que tu t'en rendes compte. Exactement. Les rappels, les alertes, un mot par notification, chaque fois que tu prends le téléphone, hop, tu répètes une phrase. Petite astuce d'ancien étudiant, c'est addictif. Puis, échanger avec les autres, même si c'est des bravos ou des corrections rapides. Ça te booste beaucoup plus que tu le penses. Et, ouais, t'as un esprit d'équipe, ça fait toute la différence. Ça devient vivant, pas scolaire. Bon, alors, pour finir, si je devais choisir une habitude, je dirais « Commence ta journée avec un petit truc francophone. Une citation, une chanson, même 30 secondes, histoire de te connecter à la langue direct au réveil. » C'est simple, mais puissant. Moi, je rajouterais « Règle une petite alarme plusieurs fois dans la journée. » Genre, à midi, tu répètes ton expression du jour, le soir, tu la places dans une phrase. Tu vois, tout doux, ça construit quelque chose à la longue. Et, surtout, partage ton avancée. Trouve quelqu'un, une copine d'apprentissage ou un groupe, et échange régulièrement. Tu recevras toujours des conseils, parfois un vrai déclic, et ça t'oblige à pas lâcher. C'est ça. Bon, je crois qu'on a bien fait le tour, Charline. On pourrait évidemment en dire 3 fois plus, mais il faut garder un peu de mystère pour le prochain French Podcast, non? Voilà. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode sur « Arrête de perdre ton temps en français ». J'espère que vous repartez avec des astuces concrètes et, surtout l'envie de vous amuser en apprenant. Emmanuel, toujours un plaisir de discuter avec toi. Tu m'inspires à chaque fois. Écoute la 3e partie de podcast français. Bientôt la langue la plus parlée au monde vers 2050. On entend ça parfois, ça circule. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste ? C'est une sacrée question. Aujourd'hui, justement, on plonge dans la situation complexe, oui, et très vivante de la langue française. Son statut mondial, les défis, comment on l'apprend, sa diversité, tout ça. Oui, il y a beaucoup à dire. Pour ça, on a regardé pas mal de choses, des analyses prospectives, des articles sur les technologies, la langue, des discussions entre apprenants aussi, des concepts de sociolinguistique, des conseils. Une bonne base pour y voir plus clair. Voilà. L'objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça, de comprendre ce qui se cache derrière les gros titres. Alors allons-y. C'est parti. Commençons par cette fameuse prédiction pour 2050. Ça vient d'une étude Natixis, reprise même par Emmanuel Macron. Oui, ça a fait du bruit. Elle mise sur des points forts apparents, 3e langue des affaires, la démographie en Afrique francophone qui explose, et puis c'est la 2e langue la plus enseignée au monde. C'est ce que dit FLE.fr. Bon, ça a l'air plutôt bien parti, non ? Ben oui, sur le papier, ça semble logique. Mais la réalité, elle est beaucoup plus nuancée. L'argument de la démographie africaine, comme le souligne le Monde des langues, en fait, il est un peu simpliste. Ah oui. Pourquoi ? Parce qu'il oublie un truc essentiel, la diglossie. Wikipédia l'explique bien. C'est quand on utilise 2 langues ou 2 versions d'une langue dans des contextes différents. D'accord. Comme... Imaginez, le français officiel à l'école,
dans l'administration, et puis une langue locale, le Wolof par exemple, ou même un français différent, plus informel, à la maison, au marché. L'usage réel, il est très varié, quoi. Puis cet argument, il ignore aussi les changements politiques. On a l'exemple du Rwanda qui a basculé vers l'anglais. C'est vrai. Et puis, il y a souvent un gros écart entre le statut officiel d'une langue et comment elle est utilisée concrètement. Et n'oublions pas l'énorme influence de l'anglais. Oui, l'anglais est partout. C'est la langue mondiale portée par l'économie, Internet, le monde des langues et Study Smarter insiste là-dessus. D'ailleurs, on voit même un certain recul du français en Europe, dans la diplomatie, les textes de l'UE. Donc tout ça explique peut-être ce sentiment de décadence dont parle Study Smarter. Oui, sans doute un peu. Et cette pression de l'anglais au travail. Culture RH dit même que certains n'osent pas postuler à cause de l'anglais. Et bien sûr, les anglicismes. Ah, les anglicismes. Study Smarter, on parle aussi. Ils sont partout dans nos conversations. Tout à fait. La mondialisation, la technologie, ça accélère tout ça. Alors face à ça, il y a des réactions, bien sûr. Des politiques, comme la loi Toubon en France. Qui protège l'usage du français? Voilà, dans la pub, au travail. Et puis des initiatives du ministère de la Culture pour les technologies linguistiques en français. Mais il y a aussi des paradoxes. C'est-à-dire? FLE.fr, par exemple, critique un peu l'utilisation de slogans comme « Choose France » par le gouvernement. Ça peut paraître un peu contradictoire, non? Oui, c'est une bonne question sur la cohérence, effectivement. C'est ça. Et toutes ces tensions, cette coexistence de langues, de niveaux de langue, ça nous ramène à cette idée de diglossie. Historiquement, même en France, on l'a eu, entre le français standard et les patois, les langues régionales. C'est vrai, c'est une dynamique ancienne. Exactement. Et alors, pour ceux qui apprennent le français aujourd'hui, on a vu des ressources comme Easy French Talk sur YouTube qui donnent des conseils très pratiques. Oui, très concret. Et sur Reddit, ça discute pas mal. Les apprenants partagent leurs motivations, leurs galères. 2 problèmes reviennent souvent. Rester passif, juste écouter. Sans jamais oser parler. Le piège classique. C'est ça. Et vouloir être parfait tout de suite. Le perfectionnisme. Tout à fait. Et Easy French Talk insiste beaucoup là-dessus. Il faut un apprentissage actif. Transformer ce qu'on consonne en action. Oser parler. Même seul, répéter. Il faut lier l'apprentissage à des besoins réels, des envies. La discussion sur Reddit, elle montre bien ce balancement entre le côté pratique, le boulot, vivre quelque part, et puis la connexion plus culturelle, affective. La littérature, la musique. Exactement. La beauté de la langue, tout simplement. Le français est utile, oui, mais son utilité, elle dépend vraiment de chacun, quoi. Ça montre bien que la valeur d'une langue, ce n'est pas juste un chiffre dans un classement mondial. Précisément, si on regarde un peu plus largement, ça dépasse le quantitatif. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça sur le français euro? Le tableau est nuancé, on peut dire. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ce n'est ni une langue en chute libre, ni assurée de dominer le monde demain. C'est une langue dynamique, c'est sûr. Elle a des pressions externes fortes, mais aussi de vrais atours. Oui, sa richesse culturelle, le réseau de la francophonie qui est quand même important. Et ce potentiel africain, même s'il faut le regarder avec prudence, comme on l'a dit. Oui, tout cela montre bien que la vitalité d'une langue, ça ne se mesure pas qu'en nombre de locuteurs. Ça dépend de la diversité de ses usages, formels, informels, la diglossie dont on parlait. Ça dépend aussi de la cohérence des politiques qui la soutiennent, ou pas, parfois, de la valeur pratique ou symbolique que les gens lui donnent. Ceux qui la parlent et ceux qui l'apprennent. Voilà, et puis de sa capacité à s'adapter, à intégrer les nouvelles technologies, par exemple, ce que le ministère de la Culture essaie de faire. D'accord, très clair. Et peut-être pour finir une petite réflexion, et si les stratégies qui marchent pour apprendre le français, la pratique active, la régularité, se connecter au réel, comme le dit Easy French Talk. Ouais. Et si ces stratégies pouvaient aussi, d'une certaine manière, nous inspirer pour garder la langue française elle-même vivante, pertinente, désirable dans le monde d'aujourd'hui?